Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Delors, qui vient de publier un livre vraiment que je recommande, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, c'est l'édition du CNRS, et c'est vraiment les 10 grands défis qui se posent à l'humanité et auxquels on fait face de façon parfois compliquée. Je le recommande pour tous les étudiants et puis aussi pour tous les citoyens qui sont avides de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Mais on va bien sûr parler aujourd'hui des élections américaines, donc lorsqu'on avait fixé ce rendez-vous, on ne savait pas si on aurait un résultat définitif. Il est définitif et il est incontestable. Il est incontestable et il est surprenant. Non pas tant parce que Trump a gagné cette élection, mais il est surprenant par l'ampleur de la victoire. D'abord, aucun des sondages n'avait prévu cela, puisque tous les sondages nous donnaient une marge minimale entre les deux candidats. Mais il a le vote des États, le vote populaire. Donc c'est véritablement un phénomène politique majeur qui se passe aux États-Unis, qui constitue, à mon sens, l'expression la plus aboutie de la crise de la démocratie américaine, la crise de la représentativité, la crise de la régulation. Et puis, je crois, plus fondamentalement, moi, ce qui me trouble dans cette élection, c'est une élection de revanche. Pas simplement la revanche des petits blancs, comme on dit, qui avaient été désindustrialisés, mais c'est la revanche du mâle blanc. C'est la revanche du mâle blanc et de son collègue hispano-américain, afro-américain, puisqu'on ne doit pas dire noir, du petit mâle, contre 5 décennies de bataille des femmes pour l'égalité entre les sexes. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de revanchard dans cette adhésion populaire à ce que représente la vulgarité, la misogynie, comment dire, la médiocrité de Donald Trump, qui n'est peut-être pas comme ça en vrai, mais qui a compris que c'était un argument de vente très important. Il y a une revanche très claire du mâle blanc contre l'égalité des femmes, et une des raisons, je crois, pour lesquelles Kamala Harris a perdu, c'est parce qu'elle est femme. C'est pas tellement parce qu'elle est noire, puisque Obama avait gagné, c'est parce qu'elle est femme. Et je crois Parce que qu'elle est femme ou parce que elle n'avait pas réellement un les programme deux. mobilisateur. Elle a quand même été relativement effacée. Sa campagne, c'était We are not going back. C'était juste défensif contre Trump. Elle n'a rien proposé, en fait. Tout à fait, non, non, tout à fait. Elle a fait une mauvaise campagne, ça c'est clair. Moi, après avoir quand même suivi d'un peu près cette campagne électorale, je suis incapable de dire quel était son programme et quelles étaient ses idées. Donc, elle n'a pas imprégné du tout le débat, donc elle est largement responsable de son échec. Mais malgré tout, il y a ce côté de revanche du mâle blanc, et je crois en règle générale, cette immense régression stratégique, identitaire, nationaliste que l'on voit dans le monde, cette immense régression, elle a pour cible les femmes. Alors elle a pour cible les femmes de façon extrêmement brutale dans certains pays comme l'Afghanistan, l'Iran et l'ensemble des pays musulmans, mais elle a pour cible aussi les femmes dans nos démocraties représentatives, et le vote aujourd'hui aux États-Unis doit nous inquiéter. Je crois que ce qui menace aujourd'hui les femmes en Europe, c'est pas le voile islamiste, c'est la revanche sur le plan du pouvoir, la revanche des hommes. Et comment l'expliquer? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment de dépossession, c'est que l'égalité, qui n'est pas encore parfaite d'ailleurs, parce qu'il y a quand même toujours des inégalités hommes-femmes en termes de réussite, salaire, etc., mais que les progrès qui ont été faits sont jugés trop grands pour... Je crois qu'il y a sans doute un sentiment de dépossession économique, sociale, sociétale. Mais je crois que c'est pas simplement ça. Il y a une crise d'identité, de même qu'il y a un phénomène de revendication identitaire dans l'ensemble des partis populistes européens. Il y a un phénomène d'identité mâle, de savoir, comme dit Madame Rousseau, elle a passé, comment elle s'appelle, Sandrine Rousseau, elle se félicite d'avoir déconstruit
son compagnon, d'avoir déconstruit son compagnon, son homme. Et je crois qu'il y a une espèce de crise d'identitaire, ces hommes américains, en tout cas dans ceux qui ont voté Trump, qui sont plutôt d'un milieu pas très cultivé, pas très diplômé, plutôt pas très riche, qu'il y a chez eux un sentiment de crise d'identité. Qui sommes-nous? Pourquoi nous n'avons plus le pouvoir? Et évidemment, la femme est la cible la plus facile pour se réaffirmer en tant qu'homme. Alors, je dis ça, c'est pas l'explication la seule explication du Mais elle succès. te paraît centrale. Moi, elle me paraît centrale, ça absolument. Et je redoute les effets en retour de cette revanche sur l'ensemble de la condition féminine dans le monde. Mais c'est l'inverse de ce que disaient la plupart des intellectuels arabes. Disent, si on veut sortir le Moyen-Orient de l'islamisme radical, il faut d'abord libérer les femmes. Et bien, c'est exactement la même chose en Occident, c'est-à-dire, mais c'est à l'envers. Si on veut maintenir les valeurs, la démocratie occidentale, il faut défendre la cause des femmes. Je crois que c'est exactement la même chose. Alors, dans ton livre, tu as un chapitre « Mortelle démocratie ». Tu mets un point d'interrogation. Est-ce que la démocratie américaine te paraît en danger, comme le disent les supporters de Kamala Harris? Alors, c'est pas... Enfin, oui, la démocratie est en danger au sens où elle n'est plus considérée comme comment dire, le capital majeur des électeurs américains. Je crois malgré tout que les institutions américaines sont fortes, sont puissantes, et qu'il y a donc des contre-feux à la dérive fascisante que représente Donald Trump. Mais malgré tout, la démocratie est en danger. On a vu qu'il y avait des modifications, puisque les lois sont des lois de chaque État, des modifications des règlements, des règles de vote, l'éviction d'un certain nombre d'électeurs des élections et même du droit à candidature. Il y a je crois que ce qui est vraiment en danger, c'est la démocratie en tant que système de représentation, plutôt et en faveur d'un populisme qui est le lien direct entre le chef et le peuple. Mais ce n'est pas simplement la démocratie américaine qui me paraît en danger, c'est une crise de la démocratie que l'on voit partout, que l'on voit chez nous, la montée des populistes, la montée de l'extrême droite, la revendication, que Viktor Orban aujourd'hui soit président de l'Union européenne me paraît être le plus grand scandale démocratique du moment. On l'a laissé prendre la présidence alors qu'il est quand même le symbole de la lutte contre l'état de droit. Je veux dire, c'est quand même inacceptable de la part de l'Union européenne d'avoir fait ça. Et donc il y a partout cette remise en cause de la démocratie comme système de valeurs, d'une part, et comme système comment dire, de représentativité indirecte entre le peuple et le pouvoir. Et ça, je crois que c'est une crise occidentale, pas simplement américaine. On le voit aussi chez nous. Et ce qu'on peut craindre, c'est que la victoire de Donald Trump booste les populistes et l'extrême droite en Europe. Beaucoup peuvent se dire en France, notamment parmi le Rassemblement national, beaucoup peuvent se dire, si l'Amérique l'a fait, il n'y a plus aucune raison pour que la France ne se permette pas d'élire un populiste à la tête du gouvernement. Donc je crois que il y a une valeur de crise pour l'Amérique, mais que c'est une espèce comment dit-on, d'une allumette qui pourrait se propulser jusqu'en Europe. Et en cela, les Américains sont pas très différents des Européens. Je crois qu'il y a en Europe aussi cette espèce pour moi, de besoin incompréhensible d'autorité, incompréhensible, voilà, je ne comprends pas, mais il y a que cette demande d'autorité, cette demande de nationalité, de nationalisme, de fermeture, d'identité, de protection, enfin, toutes choses qui... C'est la vague de l'anti-mondialisation ? C'est la vague de l'anti-mondialisation et de l'anti-régulation. Je crois que l'alliance... Oui, c'est aussi une défaite du droit international. La défaite du droit. L'alliance entre Elon Musk et Donald Trump est très intéressante à cet égard, parce que ce que veut... Elon Musk, c'est le champion de la dérégulation absolue. Il veut aucune règle, et c'est ce qu'il appelle la liberté totale. Alors, c'est paradoxal qu'un défenseur de la liberté totale
en arrive à détruire les institutions qui protègent la liberté. Mais c'est le paradoxe d'Elon Musk. Il ne veut plus aucune régulation parce que son capitalisme n'a pas besoin de règles, il veut se faire comme il veut. Et je crois que cette alliance, elle est symptomatique de la crise du système libéral dans lequel on est entré, où le moins de règles possibles venant de l'État, donc venant de l'État fédéral aux États-Unis, venant de la Commission européenne en Europe, donc le moins de normes possibles. Et encore plus de l'ONU. Voilà, le moins de bruxellisation possible, le moins d'ONU possible, le moins de règles de droit, de façon à ce que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Autrement dit, le désordre absolu et le droit du plus fort. Et alors pour nous, Européens, il y a bien sûr le défi, c'est-à-dire que les Européens misaient sur Kamala Harris avec une poursuite dans une perception d'États-Unis bienveillants, même si économiquement quand même ils ont mis à mal au cours des 4 dernières années. Est-ce que, selon toi, l'élection de Trump va être le wake-up call, on va dire « Ah, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose », ou est-ce que les Européens vont défiler les uns après les autres en ordre dispersé pour mendier la mansuétude de Trump en disant « Tapez sur les autres, mais tapez pas sur moi ». Ça, c'est toute la question. Moi, je crois que les Européens n'ont pas le choix. Il faudrait s'unir et résister, qui devraient être les deux slogans de l'Union européenne. Mais malheureusement, j'ai peur qu'on assiste à l'inverse, c'est-à-dire se diviser et se courber. Et je pense que là, effectivement, le réflexe premier, je crois, d'un certain nombre de pays européens, peut-être pas de tous, mais d'un certain nombre de pays européens qui aujourd'hui se sentent vulnérables, qui se sentent en danger à cause de la Russie notamment, la Pologne, les pays baltes, les pays nordiques, etc. Il est possible que le réflexe premier de ces pays soit une course à Mar-el-Lago pour avoir la photo avec Donald Trump et pour essayer d'avoir des garanties bilatérales de sécurité, si tant est que la garantie collective de l'Alliance viendrait à s'effriter. Mais d'abord, je pense que tous les Européens ne le feront pas. Et deuxièmement, on peut espérer que dans une deuxième vague, après avoir tenté de convaincre Trump que son pays en valait la peine, peut-être qu'on peut espérer que dans une deuxième vague, à l'initiative de quelques pays, moi je crois beaucoup à l'initiative des 5 grands, c'est-à-dire Paris, Berlin, Rome, Madrid et Varsovie. Il faut que ces 5-là tiennent le coup. Mais même Varsovie Ah oui, Varsovie, il faut la mettre dedans, mais Varsovie... Alors, Donald Tusk, rappelez-vous, le Premier ministre polonais aujourd'hui, quand il était président du Conseil européen, donc c'était il y a 7 ou 8 ans, il avait eu quand Trump avait été élu la première fois, et c'est lui qui avait sorti cette phrase extraordinaire, avec de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc on a aujourd'hui à la tête de la Pologne, en tout cas, un Premier ministre qui, bien sûr, a besoin de l'Amérique pour se défendre. Ça, personne ne va nier que c'est leur intérêt fondamental, mais qui n'est absolument pas dupe, absolument pas servile, absolument pas prêt, je crois, à toutes les concessions. Donc moi, je mettrais la Pologne, ne serait-ce que pour éviter la dérive bilatérale solitaire de la Pologne. Mais vous avez raison, les premières réactions des Européens seront absolument déterminantes pour marquer le ton de la relation transatlantique. Malheureusement, comme vous le savez, l'Europe prend son temps, continue de croire qu'elle maîtrise ses horloges, qu'elle maîtrise même l'horloge du monde. Donc, on a à peine commencé l'audition des commissaires lundi dernier. Tout ça prendra son train de sénateur. La nouvelle commission ne sera pas effective, je pense, surtout s'il y a l'un ou l'autre des commissaires qui est recalé. Il faudra en renommer. Enfin, ça va prendre du temps. Donc, je pense qu'avant la fin de l'année, l'Europe ne sera pas au rendez-vous. Il y a aujourd'hui que Madame von der Leyen, qui pourrait incarner une espèce de résistance européenne. On verra. Elle a cru que l'Ukraine était son heure de gloire. Moi, je pense qu'on va la tester sur Trump. Or, Madame von der Leyen a quand même un syndrome atlantique très marqué. Pour l'Ukraine, ça sent mauvais. Oui. Est-ce que du coup, on n'a pas été un peu naïf de dire les Ukrainiens décideront quand ils voudront de la fin de la guerre, on les soutient jusqu'au bout, etc. Les Européens vont être les dindons de la farce, là.
Alors, je pense que les vrais dindons seront les Ukrainiens quand Oui. même, hein. Mais ça sent mauvais. En même temps, on ne doit pas être surpris. On le savait, il l'avait dit depuis longtemps Oui, dans sa campagne mais ce qui est quand même électorale. étonnant, c'est qu'on n'a pas mis en place un plan B. Voilà, il avait dit depuis longtemps qu'il réglerait le problème en 24 heures et que tout ça avait assez coûté cher. En fait, je crois qu'il veut surtout mettre fin. Je crois qu'il y a deux raisons dans la volonté de Donald Trump d'arrêter ce conflit. C'est un, ça coûte cher et que donc voilà, c'est pas la peine. Et que deux, il veut avoir les mains libres pour s'occuper uniquement du Moyen-Orient et de la Chine. Je crois que pour lui, l'Ukraine, c'est vraiment benign neglect. Il y a un vrai problème qui est la sécurité d'Israël, donc il veut mettre le paquet, en particulier, je pense, le paquet contre l'Iran. Et puis il y a le deuxième problème qui est la Chine, dont il veut aussi faire son adversaire potentiel. Donc je crois qu'il a deux raisons importantes de vouloir mettre fin à la guerre. Et on connaît à peu près, même Zelensky, quand il a fait sa tournée en Europe il y a à peine 3 semaines, il a fait sa tournée en étant très conscient de la lassitude non seulement américaine, mais occidentale, devant le coût de cette guerre. Donc je crois qu'on n'est pas surpris. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de plan B. Quel pourrait être le plan B? Il est impensable que la guerre continue sans le soutien des États-Unis. Je pense que financièrement et militairement, c'est pas possible. Donc il va falloir regarder comment pourrait se faire si un cessez-le-feu, une première partie de négociation, enfin je ne sais pas. Donald Trump a laissé entendre qu'il y aurait des compromis territoriaux à faire. La vraie question, c'est, est-ce que les Européens seront invités à la table de discussion? Est-ce que les Russes accepteront? Je pense que les Russes pourraient accepter parce qu'ils pourraient transformer cela en victoire. Oui, oui. Tant qu'ils peuvent le transformer en victoire, ils accepteront, ne serait-ce que pour quelques temps, quelques années, quitte après à repartir. Il y a un autre danger, c'est sur le système multilatéral, l'ONU, et plus encore que l'ONU qui ne va pas disparaître, mais l'OMS, l'UNESCO, est-ce qu'ils ne vont pas assister à une vague de retrait, une vague d'attaque contre les différentes institutions multilatérales qui sont déjà en difficulté? Oui, alors là, peut-être pour répondre un peu brutalement, mais elles sont déjà quasi mortes. Et donc... Non, l'OMS ça marche, le HCR ça marche. L'OMS ça marche, oui. L'OMS ça marche, avec quand même énormément d'opacité de la part de certains pays, donc en particulier de la Chine et même de la Russie. On Bon, enfin, jamais... l'OMS a quand même joué son rôle. Elle a joué dans la son lutte rôle contre avec le Covid-19. retard. Avec Oui, retard. Mais le mieux vaut tard que HCR, jamais, oui, le HCR ça marche. malheureusement, enfin, on ferait mieux de s'en passer, mais ça existe, ça a moyen de mettre un peu de d'onguent sur les plaies du monde, quoi. Donald Trump va effectivement... Alors, il ne va pas partir en guerre contre toutes les institutions multilatérales. Il va partir en guerre contre les institutions multilatérales dans la mesure où elles ne servent pas les intérêts américains. Donc, on peut penser qu'effectivement, l'OMS trouvera grâce, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un virus mondial, il faut quand même protéger l'Amérique. L'ONU, je pense que, paradoxalement, c'est important pour lui de pouvoir mettre des vétos à un certain nombre de propositions du tiers-monde, de la Chine, etc. En revanche, l'OMC, ça, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Le moins de règles multilatérales, mieux le commerce se porte. D'ailleurs, il va faire l'inverse. Il va mettre du protectionnisme dans le libéralisme, qui est en soi un paradoxe. L'UNESCO, je crois qu'il s'était déjà retiré. Il s'était retiré. Enfin, il n'avait pas nommé le juge, effectivement, à l'OMC, donc de la même façon. Mais je ne pense pas, parmi toutes les comment dire, les victimes, entre guillemets, possibles de l'élection de Trump, le multilatéralisme sera, à mon avis, le moins touché parce qu'il est déjà très mal en point. Mais qu'en revanche, simplement la notion de règles à respecter, au-delà des institutions. Mais le fait qu'un État qui a signé un traité doit le respecter, le fait qu'il y a même des règles informelles au G7 par exemple, ou même au G20, même si c'est au-delà des Occidentaux, la notion de règles à respecter, de réciprocité, de respect de la parole donnée, c'est ça, je crois, qui est plus fondamentalement, qui sera remise en cause. C'est la règle internationale en tant que telle. Voilà, et sauf à appliquer la règle américaine décidée par le président des États-Unis. Et ça, je crois que c'est
c'est non seulement un très grand danger pour le système international, mais c'est un précédent dangereux pour les futures grandes puissances de la planète. La Chine ne peut faire absolument la même chose que Donald Trump L'environnement, la Voilà, Russie, etc. Si le numéro voilà, un ne respecte pas la règle, pourquoi les autres le feraient? voilà. Tu consacres justement dans ton livre un chapitre sur les relations entre Pékin et Washington. Est-ce que ça va être de nouveau le bras de fer? Comment il va gérer avec aussi le fait que Elon Musk, lui, a des intérêts personnels en Chine, ce qui peut un peu calmer les choses? Alors, moi, d'abord, je pense que Donald Trump n'a pas de stratégie. Il a des instincts. Et il a eu un premier instinct en 2016 qui était, il faut le reconnaître, euh, assez, euh, assez formidable. Il a été le premier dirigeant occidental à comprendre qu'après 10 ans où l'Amérique avait bénéficié de la mondialisation, désormais, la mondialisation profitait davantage à la Chine qu'aux États-Unis. Il a été le premier à le dire. Hmm. Et donc il faut quand même lui reconnaître un instinct assez important sur le plan des intérêts, de la défense des intérêts américains. Je crois qu'avec la Chine, il va mélanger les deux, c'est-à-dire énormément d'agressivité, en particulier sur le plan commercial, avec, il l'a déjà dit, des taxes de 100% sur les voitures chinoises, et pour faire passer la pilule, il y aura 100% sur les voitures allemandes également, donc comme ça les Chinois ne pourront pas se plaindre d'être les seules victimes de l'impérialisme américain. Donc énormément de guerres commerciales technologiques et stratégiques, c'est-à-dire vraiment une augmentation des dépenses militaires américaines, une modernisation de l'arsenal nucléaire américain. En revanche, sur d'autres sujets, moi je me pose des questions. Par exemple sur Taïwan. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui fait de la défense de la démocratie dans Hmm. le monde la base de sa politique étrangère. Et il a accusé Taïwan d'avoir pillé l'industrie des microprocesseurs Voilà. américaines. Ouais. Et donc, alors que Joe Biden avait fait de la défense de la démocratie le fondement de l'opposition à la Hmm. Chine sur Hmm. Taïwan, avec d'ailleurs une politique qui flirtait avec les lignes rouges, le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan, l'accueil du président de Taïwan, l'ancien président de Taïwan en Californie, tout ça était limite par rapport aux lignes rouges. Je pense que sur Taïwan, Donald Trump risque d'être beaucoup plus pragmatique. Dans son discours isolationniste, je crois qu'il n'est absolument pas prêt à mener une guerre pour défendre la démocratie à Taïwan. En revanche, il est peut-être prêt à mener des guerres pour défendre des intérêts économiques américains à Taïwan, l'accès à un certain nombre de matériaux, de terres rares, etc. Donc voilà, avec la Chine, je crois qu'il y aura un mélange des deux et peut-être d'une certaine façon la fin de l'idéologie dans les relations internationales, c'est-à-dire cette idée qu'avait défendue Biden, qu'il y a une Hmm. lutte fondamentale mondiale entre les démocraties d'un côté et les autocraties de l'autre, autrement dit entre le bien et le mal, comme aurait dit Reagan autrefois. Cette idée, à mon avis, était une idée fausse pour expliquer le monde, pour Hmm. gérer Hmm. surtout la future gouvernance mondiale. Elle était fausse parce que beaucoup trop simpliste. Hmm. Et si Donald Trump ne réenfourche pas cette métaphore idéologique pour expliquer le monde, peut-être que ça n'est pas totalement une mauvaise chose. Alors en fait, ça sert de transition à la dernière question que je voulais te poser. Tu as un chapitre dans ton livre sur le Sud global. Comment le Sud global va voir Trump et comment Trump voit le Sud global, pas de façon agréable, parce que c'est quand même des gens qui montent et qui prennent de l'espace qui était normalement réservé aux États-Unis. Alors, d'abord, on sait tous que le Sud global n'existe pas, mais c'est Hmm. une façon commode pour dire les non-occidentaux, Voilà. en Hmm. fait. Hein. Les autres, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, les non-occidentaux qui aujourd'hui sont On devenus. sait qu'ils ne sont pas cohérents, qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, Voilà. mais qu'ils existent quand même comme un ensemble Alors, ils qui n'est pas existent. occidental et qui ne veut plus être dirigé par les Voilà, c'est Occidentaux. surtout la chose qui les définit, enfin qui les rassemble, le fil rouge qui les réunit en dépit de toutes leurs divergences et même leur antagonisme stratégique, c'est la critique de l'Occident. Et la critique de l'Occident, elle a deux volets. Il y a une critique de l'hypocrisie occidentale, c'est-à-dire on leur prêche les droits de l'homme, la démocratie, etc., alors que notre meilleur allié, c'est l'Arabie saoudite qui décapite au sabre des centaines de personnes par an. Donc ça, c'est l'hypocrisie occidentale. Ils ne veulent plus qu'on leur fasse la leçon sur la démocratie et les droits de l'homme. Et la deuxième chose qu'ils critiquent, c'est l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire le fait
que les Occidentaux, effectivement, dominent, ont le pouvoir dans l'ensemble des institutions internationales. Mais ça n'est pas étonnant. Nous les avons créés en 45, entre 45 et 49, et on les a créés au bénéfice des Occidentaux. Et donc ça, ce qu'ils demandent, c'est leur juste part dans la gouvernance mondiale. Ou du moins, je crois que dans le Sud global, sur cette partie de contestation de l'hégémonie occidentale, de la gouvernance occidentale, il y a deux écoles dans le Sud global. Il y a ceux qui sont prêts à revendiquer une place plus grande dans le système qu'ils ne contestent pas. Par exemple, le Brésil. Par exemple, le Brésil essaye de trouver des idées pour régler la question ukrainienne. Il essaye de ménager la Russie et les États-Unis. Donc, ce sont des pays qui ne contestent pas le système international tel qu'il est. Ils veulent simplement y avoir plus de place parce qu'ils considèrent qu'ils y ont droit de par leur nombre, de par leur puissance. Et je trouve qu'ils ont raison. Ils ont absolument raison. Et puis, il y en a d'autres qui, eux, ne veulent pas prendre de place dans le système. Ils veulent, au contraire, détruire le système. Et ça, c'est la Russie. Voilà. La Russie, en Europe, est très claire. Elle est partie contre l'ordre européen qu'on a construit depuis la chute de l'Union soviétique. Toute la question du Sud global, c'est que va faire la Chine. Est-ce qu'elle va choisir une politique d'entrisme dans la gouvernance mondiale en prenant de plus en plus de place, de rôle, de puissance, qu'elle fait déjà aux Nations Unies? Les Chinois ont obtenu la direction d'un nombre très important d'agences des Nations Unies. Est-ce qu'elle va contourner ce système occidental en créant des institutions dans lesquelles nous ne sommes pas, ce qu'elle fait aussi, en créant la banque des BRICS, par exemple, les sommets des BRICS, etc. Donc ça, c'est la stratégie de contournement après la stratégie d'entrisme. Ou est-ce qu'elle va partir en guerre contre ce système occidental? Là, pour l'instant, elle ne l'a pas fait, mais je pense que les Chinois vont essayer de combiner les trois, l'entrisme, le contournement et la révolte, d'une certaine façon. Et donc, ce qui me paraît caractériser le Sud global, c'est bien sûr la critique de l'Occident, mais leur division est quand même très forte sur stratégie d'entrisme ou stratégie de destruction de la puissance occidentale. Merci Nicole pour ces éclairages très, très pertinents. Je renvoie donc à la lecture de ton livre « Choisir l'avenir ». C'est 10 réponses sur le monde qui vient, 10 chapitres sur les grands défis géopolitiques. Et ça vient de paraître aux éditions du CNRS. Merci beaucoup Pascal.